Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent et c'est excellent de vous retrouver comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Chaque semaine, je vous fais découvrir ceux qui partent à la recherche du meilleur d'eux-mêmes, car on le sait, l'excellence ne connaît pas de barrière, de genre ou de secteur. C'est l'implication de ceux qui la défendent qui fait la différence. Ce soir pour vous en studio, un homme qui ne mâche pas ses mots, mais qui les écrit plutôt avec une finesse qui lui a valu de nombreux prix et la reconnaissance du public et de ses pairs. C'est l'écrivain Patrick Besson qui vient se raconter et aussi nous parler de son, pourrait-on dire même, si ce terme n'est pas tout à fait juste, guide des librairies du monde, passées et encore là, dans son dernier livre, Petit éloge amoureux de la librairie, aux éditions Privates. J'avais envie de faire évoluer un peu la ligne éditoriale de l'émission pour une fois et vous parler de l'excellence française à travers ceux qui l'incarnent tout en gardant leur amour pour leur pays d'origine sans que les deux cultures s'entrechoquent, bien au contraire, en les liant. Ce qui a du sens dans l'émission qui crée le lien. Toute sa personne respire la finesse, le mélange, le respect des traditions et l'amour pour son pays d'accueil. La chef est restauratrice et artiste. Anna Truong se bat tous les jours pour que son éloge de la transmission perdure et continue à nous enchanter. Une finesse qui prend vie aussi dans ses peintures, je l'ai dit. Car Anna Truong peint comme elle cuisine et cuisine comme elle peint. Vous allez pouvoir la découvrir en seconde partie d'émission. C'est excellent. Bienvenue chez vous. Bonsoir Patrick Besson. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci. Patrick, avec vous, on revient au plaisir simple des mots. Patrick Besson, l'abstrait du temps qui passe devient concret dans vos écrits. Et c'est d'ailleurs tout à fait le cas dans votre dernier ouvrage. Je le rappelle donc, Petit éloge amoureux de la librairie, sorti aux éditions Privates le 9 septembre dernier. Alors, comme le titre nous l'indique, vous y faites une déclaration d'amour aux librairies qui vous ont bercé depuis l'enfance. C'est une sorte de guide autobiographique. C'est un peu ça ? Oui, parce que, on a tous, et surtout les gens qui écrivent. Les gens qui écrivent sont d'abord des lecteurs, donc des gens qui lisent. Donc, où est-ce qu'on va acheter des livres? Dans les librairies. Donc, en réalité, quand Christian Autier, le directeur de la collection chez Privat, petit éloge amoureux, m'a proposé de faire un livre chez lui, j'ai pensé aux librairies, évidemment. Et je me suis rendu compte que tout au long d'une vie, il y a un certain nombre de librairies. On passe beaucoup. On a c'est un peu comme des oasis dans le désert. Parce que moi, je regarde pas trop les boutiques. Les seules boutiques qui brillent à mes yeux, c'est les boutiques où on vend des livres. Donc, j'ai eu envie de raconter mes promenades, ma trajectoire, ma vie à travers ces petites officines, petites ou grosses, dans lesquelles j'ai passé beaucoup de temps. Et d'ailleurs, très étonnante, parce que vous avez des souvenirs assez précis et décrits, c'est très imagé tout ça. Tous les gens qui lisent, même ceux qui n'écrivent pas, sont passionnés. Et dans la passion, en fait, on se souvient de tout. Bien sûr. D'ailleurs, on ne se souvient que des choses qui nous ont passionnés ou que des gens qui nous ont passionnés. Donc la passion préexiste dans ce livre. Alors c'est pas toujours, d'ailleurs, c'est des librairies où j'achète pas forcément des livres. C'est des librairies où vous aimez flâner aussi. Voilà. Non, parce que c'est pratiquement, pour les gens qui aiment lire, les seuls endroits où ils peuvent rentrer dans une boutique sans rien acheter, ce qui arrive très, très souvent. Et alors, avoir choisi d'écrire cette ode à la librairie, il y a aussi, on imagine, une volonté de souligner leur importance essentielle suite à la crise Covid, etc. Oui, mais on a vu d'ailleurs à quel point les gens se sont réfugiés dans les livres. D'ailleurs, les affaires ont été très bonnes pendant le Covid et depuis le déconfinement. Donc les gens ont bien compris que la chose qui, au fond, les distrayait le plus, les sortait le plus de leurs ennuis quotidiens, c'est l'imaginaire. C'était l'imaginaire de quelqu'un d'autre. Donc, en l'occurrence, d'un écrivain. Alors les éditeurs sont assez contents, et les libraires aussi, de ce qui... de leurs résultats à travers ces périodes de crise. C'est finalement assez rassurant sur l'état de la volonté de culture générale des Français. Oui, moi j'ai écrit ça dans Le Point. On parle de la disparition du livre depuis pratiquement Gutenberg, parce que d'abord il y a le cinéma, le théâtre, et puis la télé, et puis l'internet. On se dit à chaque fois on se dit le livre est mort, et à chaque fois il n'est pas mort. Donc mais c'est aussi parce que il est poussé, soutenu et consommé par des gens passionnés, encore une fois. Alors un petit rappel pour nos auditeurs qui vous connaissent pas, vous êtes un écrivain français qui aime à manier différents styles, des récits aux romans, aux articles de presse, en passant par les essais, les adaptations. La plume ne connaît pas de secret pour vous. Entre l'urgence du rendu de l'article, par exemple, d'un journaliste, et le temps allongé du roman, qu'est-ce que c'est le style que vous préférez finalement pratiquer, Patrick Besson ? En fait, en 74, l'année de l'élection de Giscard d'Estaing à la présidence de la République, j'ai publié mon premier roman, Les petits mots d'amour, et j'avais 17 ans, et j'ai publié mon premier article en même temps. D'accord. Dans le quotidien de Paris, et le titre, je m'en souviens encore, c'était Patrick Besson à l'Académie française.
Parce que j'avais couvert pour le journal la réception d'André Roussin à l'Académie française. Donc en réalité, pour moi, c'est exact. Enfin, je suis autant écrivain que journaliste et je vois pas du tout la différence. Il n'y a pas de frontière. Non. D'accord. Il faut faire, dans les deux cas, il faut faire très attention à ce qu'on écrit. Voilà. Oui, comme toujours. C'est un véhicule un peu différent, mais qui va aussi vite. Donc, il faut faire attention d'une façon générale. D'accord. Et alors, l'adaptation, c'est la même chose parce que vous avez adapté avec la Boum, qui connaîtra oui, le alors ça, succès c'était un truc qu'on faisait à l'époque et qu'on fait plus tellement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on part d'un scénario et pour aboutir à un roman. Et je raconte dans le livre comment, à la librairie des Galeries Lafayette, on était 4 à signer mon adaptation romanesque de la Boum. Il y avait Sophie Marceau, Pierre Cosso, Daniel Thompson et moi. On était en randonnion comme ça. Quand on cherche sur Internet, il ne reste plus que 2. Il y a vous et Daniel Thompson. Ah bon. Voilà. Et alors, j'avais beaucoup de mal à signer mon livre parce que des ados qui étaient là, il y avait une foule d'ados qui étaient en admiration, en adoration devant Sophie Marceau et aussi un peu de Pierre Cosso, quoi. Et quand j'avais beaucoup de mal à arracher mon livre à Daniel pour faire une signature. Donc, je sais pas, Sophie, elle a dû signer son livre. Moi, j'ai dû en signer 20. Mais ces 20-là, ils doivent être précieux parce qu'ils ont les 4 signatures. Ah oui. Ils ont la signature de Sophie, de Pierre, de Daniel et de moi. Et il vous en reste quelques exemplaires encore? Ah non, moi, j'ai pas eu... on n'est pas pris, non. Ah, vous voyez, on a une super technique sur Sud Radio. Il nous a mis un petit fond sonore qui va bien. Voilà, c'est un film qui a marqué ma génération, la Boum, faut le savoir quand même. Oui, d'ailleurs, je rencontrais à Belgrade des journalistes italiens et je leur dis, oui, vous êtes écrivain, oui, alors je cherchais un truc à leur dire, je leur dis, mais c'est moi qui ai fait Il tempo delle mele, ça veut dire le temps des pommes, c'était le titre italien de la Boum. Et alors, ces jeunes, c'est des universitaires, des grandes journalistes, ils ont dit, Il tempo delle mele. Comme quoi, ça a marqué les gens. Alors... J'adore. Et alors, j'ai appris aussi, Patrick Besson, que vous avez écrit pas mal de temps pour Voici. J'étais étonnée parce que vous avez écrit pour des grands titres comme Marianne, Figaro, L'Humanité, on le sait au départ, etc. C'est très disruptif dans votre parcours. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix au départ ? On me l'a proposé, en fait. Comme disait Chardon, je suis une honnête femme qui dit toujours oui. Et donc, on me l'a proposé, et puis j'ai trouvé ça rigolo, et puis de rencontrer des gens que je ne rencontrais pas d'habitude. Je rencontrais surtout des écrivains, des profs. Ça vous sortait un peu de votre cadre. Des journalistes. Et là, puis chaque personne est célèbre au fond pour une bonne raison. Et c'est un peu cette raison-là que je cherchais. Qu'est-ce que vous en pensez du quart d'heure de gloire de Warhol, du coup ? Ah oui, mais ça, on a ça maintenant. Je veux dire, il y a des gens qui nous envoient la photo de ce qu'ils mangent midi, ou le soir, ou du lit dans lequel ils vont dormir. Et ça vous ennuie profondément, ça, Patrick Besson ? Non, pas profondément. Je trouve que c'est une évolution curieuse. J'ai peur que le narcissisme se mette à... Le narcissisme, c'est le seul péché reconnu chez les Grecs anciens. Se regarder dans l'eau, on tombe. J'ai peur que les gens tombent dans l'eau dans laquelle ils se regardent. Je suis bien d'accord avec ça. Alors, votre écriture en images, elle n'est pas sans rappeler votre franc-parler légendaire, même si le temps imparti à l'écriture donne à vos mots leur lettre de noblesse. Est-ce que écrire des histoires, ça vous permet de dire de manière plus construite vos convictions profondes, finalement, Patrick Besson ? Dans un roman, c'est vraiment un organisme indépendant dans lequel on intervient assez peu. Il se développe, lui, et puis on découvre plutôt qu'on l'imagine. Il se développe tout seul, c'est comme quand roman on enlève le drap d'une statue et en fait, sauf que là, enlever le drap, ça prend plusieurs années, puisque les livres, il faut mettre plusieurs années à les écrire, la plupart du temps, surtout les gros, quoi. Donc les convictions prennent tout seul, en fait, les livres. Oui, alors les convictions, je dirais que je les exprime plus dans des essais ou dans ce que j'écris dans Le Point ou dans d'autres journaux, mais le roman, lui, il est assez indépendant de moi d'une façon générale. Dans quelles conditions vous écrivez ? J'écris le matin. Le matin. Vous avez des heures précises ? Oui, à 6h50. D'accord. Tous les matins. Oui. Réglé comme une lettre à la poste. Voilà, et j'ai fini. Et vous écrivez à chaque fois ? Je finis à midi 7 ou 8, la panne ça dépend. Sèche, vous connaissez ? La midi 7 ou 8, j'adore la précision. Non, mais il n'y a pas de panne, parce que ce n'est qu'une panne d'écrire un livre. On est tout le temps on est comme un pêcheur ou un chasseur, on est là, on attend qu'il se passe un truc, et puis souvent d'ailleurs il ne se passe pas grand-chose. Donc ça apprend, c'est la patience, comme pour la pêche à la ligne ou la chasse, c'est la patience, la qualité primordiale pour moi d'un écrivain. Vous auriez un conseil à donner pour justement un jeune qui aurait envie de se lancer là-dedans ? Est-ce qu'il faut qu'il soit dans une rigueur justement comme vous ? On demandait à Ava Gardner c'est quoi le meilleur conseil qu'elle pouvait donner pour être actrice, et elle disait le faites pas.
Vous dites pareil sur l'écriture? Non, je dis faites-le. Ah oui, quand même. Faites-le, il n'y a pas besoin de conseils. Toute influence est immorale, a dit Oscar Wilde. Oh, c'est beau. Alors justement, juste quelques mots sur cette époque contemporaine dont on parlait il y a 2 secondes, là, sur le quart d'heure Warhol, où tout le monde a la parole et dont certains disent, parlons vrai sur Sud Radio, qu'on n'entend plus que les cons. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Besson, de ça? Comme on entend de plus en plus de gens, forcément, proportionnellement, il y a de plus en plus de cons. Mais j'hésite toujours à qualifier les gens de cons parce que je ne suis pas sûr moi-même de... Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens qu'on entend moins, forcément, la discrétion est plus proche de l'intelligence, peut-être? Pas forcément. La modestie, c'est une qualité à double tranchant. Ça peut devenir un défaut aussi. Oui, parce que... Donc les gens qui s'expriment sont les gens, on pourrait imaginer, qui sont immodestes, et ceux qui ne s'expriment pas sont les modestes. Et vous considérez ce serait bien si c'était l'inverse, bien sûr. Et vous considérez comme quoi, alors modeste ou immodeste? J'essaye d'être immodeste, mais c'est hyper ça dur. Marche pas. Bon, et alors juste une petite question justement pour revenir sur les titres sur lesquels vous bossiez. Vous avez fait l'Humanité, Marianne, Le Figaro, puis actuellement Le Point. De l'Humanité au Point, c'est pas tout à fait les mêmes convictions politiques. En fait, ça joue pour vous? Moi, j'ai jamais vu une vraie différence. J'exprime des choses par rapport à des événements ou à une réflexion ou à une chose que j'ai vue, entendue. Et je l'exprime le mieux possible de façon à ce que tout le monde comprenne et que ça soit proche de ce que je pense. Et ça, je l'ai fait dans l'Humanité comme visible, Le Point. Je vois pas. Oui, enfin, évidemment, l'Humanité est un tout petit peu plus à gauche que Le Point. Merci Patrick Besson. Sud Radio, c'est excellent avec l'écrivain primé Patrick Besson qui va être rejoint dans pas très longtemps par l'artiste chef Anna Truong. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et c'est excellent d'être avec vous comme tous les dimanches soirs les copains. Je suis ravie de vous retrouver pour la 2e saison de l'année. C'est excellent et c'est bien l'émission qui crée le lien. Avec moi ce soir en studio pour vous, l'écrivain, journaliste, essayiste et j'en passe, Patrick Besson, qui va bientôt être rejoint par la chef artiste et conteuse Anna Truong. Patrick Besson, vous avez commencé à lire à 11 ans, après une enfance un peu tumultueuse, et c'est une révélation pour vous la lecture à 11 ans. Oui, parce que, d'abord, j'étais un petit garçon assez tapageur et brutal, bien qu'étant un bon élève. Oui. Je me souviens, j'avais une histoire... Là, on va pas forcément avec l'autre. J'avais une histoire d'amour avec 2 jumelles à l'école maternelle. Enfin, les jumelles sont toujours 2. J'avais donc laissé la bande dont j'étais le leader pour passer mes récréations à me promener avec mes 2 jumelles, comme on faisait Mobutu en RDC. C'est mignon, vous avez commencé tôt. Et puis, évidemment, ma bande, pour se venger, n'arrêtait pas de m'agresser, quoi. Alors, j'en ai pris un, et puis je l'ai un peu amoché avec un coup de pied, quoi. Aïe. Et alors, je me souviens de cette scène parce que l'institutrice, elle m'a demandé d'enlever mes chaussures, et elle les a mises au-dessus de l'armoire, dans mes deux chaussures, quoi. Ouais. Et il y avait les jumelles Pourquoi qui me regardaient. C'est bizarre comme parce que j'avais donné des coups de pied. Ah d'accord, oui, c'est vrai. C'était la pédagogie de l'époque, ça a bien changé. D'accord. Et donc, les 2 jumelles me regardaient comme ça, avec un air impitoyé, pendant que ma bande se gondolait, bien sûr. Et moi, j'étais pas fier. Et alors, vous écrivez, vous découvrez donc la lecture à 11 ans, puis vous écrivez vos premières nouvelles à 15 ans, je crois, puis votre premier livre à 16, et puis votre premier roman, Les petits mots d'amour, on l'a dit, sera publié en 74, vous avez 17 ans. Vous êtes un enfant prodige, Patrick Besson? Oui, c'est ce qu'on disait à l'époque, et puis les années ont passé. Mais en fait, j'ai commencé à écrire, quand j'ai commencé à lire, le premier livre que j'ai lu, c'était la biographie de Léon Tolstoï. Oui. Et c'était le seul livre qu'il y avait à la maison, je sais pas pourquoi, du reste. C'est marrant. Et aussitôt après, je me dis, c'est ça. Parce que je me demandais, depuis ma toute petite enfance, ce que j'allais faire dans ce monde, quoi. C'était un sujet... Vous n'aviez pas d'idée? Non, je voyais rien qui pouvait m'intéresser. J'étais pas neurasthénique, mais j'avais vraiment un doute énorme sur la qualité de ma présence sur cette planète, quoi. Et tout d'un coup, en ouvrant ce livre, j'ai aussitôt écrit 1, 2, 3, 4 romans. Puis après, j'ai publié ma première nouvelle à 14 ans. Ouais. Puis vous êtes prolifique et puis vous êtes primé aussi, parce qu'on ne s'arrête pas là. Vous avez reçu 3 récompenses notables, évidemment le prix Henri Dumarest en 82 pour Nostalgie de la Princesse, le Grand Prix du roman de l'Académie française en 85 pour Dara et le prix Renaudot en 95 pour Les Brabants. Vous dites de vous-même que... J'ai le prix Antoine Blondin aussi. Et pardon, j'en ai oublié un. 4. Alors vous dites vous-même que vous avez été 3 fois célèbre, mais finalement c'est 4 fois célèbre, Patrick Besson. La première fois c'était avec les Nouveaux Hussards, la deuxième fois c'était avec les communistes, la troisième fois c'était avec les Serbes, la quatrième je la vois pas. D'accord.
Et alors, quand on sait que vous avez écrit pas loin de 85 livres, c'est ça? 80, ouais. Mais en même temps, il y a beaucoup de recueils d'articles et j'ai publié mon premier livre il y a 47 ans. Ouais. Donc en fait, ça fait 2 livres par an, ce qui par rapport livres par an, quand même, à ce qu'écrivait Simenon ou Balzac, ou c'est très peu. Mais pas Flaubert. Hein. Si, mais est-ce que vous comptez pas la correspondance? Oui, c'est vrai. Il y a 5 volumes de Pléiade. C'est vrai. Flaubert, au contraire, passait son temps à écrire. Et la correspondance de Balzac, en plus de ses romans, c'est deux énormes tomes, rien que les lettres à Madame Anscar. Et c'est quoi? C'est une obsession, alors, quand on est écrivain? On a besoin? C'est un besoin? Comment ça se passe? C'est un écrivain. On n'a jamais demandé à un boulanger pourquoi il faisait autant de baguettes le matin. C'est pareil, en fait. Vous écrivez des livres, vous écrivez donc vous écrivez des livres. C'est pas tout à fait le même exercice, quand même. Ah, c'est pas très loin. Il y a une pâte, on la pétrit, après on met au four. C'est une jolie métaphore, cela dit. Non, le boulanger et l'écrivain font... Mais l'écrivain, c'est une activité comme une autre. Faut pas du tout... C'est ce que je répondrais à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Que dire à quelqu'un qui veut écrire? Écris, parce que c'est simple. Oui, ça dépend pour qui, a priori. Non, mais j'ai pas dit que dans l'exécution. Non, parce que écrire un roman, c'est pas écrire une nouvelle, c'est pas écrire un article. Écrire un roman, faut, comme vous dites, à un moment donné, il vous échappe, mais encore faut-il réussir à le laisser s'échapper, Patrick Besson. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que tout le monde devrait écrire. D'ailleurs, en fait, maintenant, tout le monde écrit. Alors, j'ai reçu ici Patrick Besson, Stéphanie Janico, que vous connaissez bien, puisqu'elle fait partie, comme vous, des membres Oui, j'étais en même taxi le jour où elle m'a dit « je vais à Sud Radio ». Ah, c'est drôle. Voilà. Vous, c'est depuis 2000, puis je lui ai posé cette même question. Comment on fait pour juger les écrits des autres quand on est écrivain soi-même? Est-ce que juger, c'est forcément subjectif? Comment vous faites? Oui, on ne devrait pas juger. Vous avez raison, c'est toujours une erreur, en fait. Je l'ai fait, parce que pour m'amuser comme ça, par non, parce que vous ne vous gênez pas pour juger quand ça ne vous plaît pas, Patrick Besson, en général. Oui, mais encore une fois, ça ne vaut que le crédit que vous accorde votre lecteur. C'est pas des jugements définitifs. Vos lecteurs vous accordent du crédit. Oui, mais c'est pas des... Donc, mais effectivement, la critique est toujours idiote, en fait. D'accord. Alors, sur le sujet du jugement, justement, qu'est-ce que vous en pensez de cette époque que nous vivons? Il y a un énorme paradoxe entre les clivages sociaux qu'on connaît, la racisation de la société, la fin de tout ce qui se passe actuellement, et la fin de certaines injustices vers l'égalité homme-femme, le mélange des cultures, les gens de couleur enfin représentés au cinéma et à la télé, etc. On n'est pas un peu schizophrène? On parle souvent de ça avec mes camarades auteurs, et en fait, je suis toujours le seul à défendre l'idée que c'est mieux maintenant. D'accord. Pour quelle raison? On est dans un certain nombre de changements qui sont ultra positifs. Et même l'Internet, c'est un progrès inouï. Même s'il y a des effets secondaires déplorables. Mais, il y a toujours du mal dans le bien et du bien dans le mal, quoi, en fait. C'est ça? Non, mais même... Enfin, je veux dire... La position de la femme dans la société a été intolérable pendant plusieurs dizaines de siècles. Oui, bien sûr. Donc, qui est maintenant un excès inverse, je dirais que c'est un peu normal. C'est presque logique. Oui, parce que bon... Et nécessaire, on pourrait dire presque. Oui, et puis il n'y a pas que... En effet, il n'y a pas assez de personnes de couleur représentées à la télévision ou dans le cinéma. C'est en train de changer, a priori, un petit peu. Tant mieux. Moi, je trouve que tout ça, c'est des espèces de progrès. Je ne pense pas que notre société aille à la catastrophe ou les Français à volo. Vous êtes optimiste, Patrick Besson? Mais très, en fait, oui. D'accord. Mais c'est pas l'image que vous donnez. Shimon Peres disait je ne vois pas ce qu'on peut faire avec le pessimisme. T'es bon, lui aussi. Alors justement, Patrick Besson, on le sait, vous êtes revendiqué communiste. Vous avez d'ailleurs eu votre carte du parti pendant longtemps. Est-ce que c'est encore le cas? Non, mais je suis un communiste non pratiquant, je tiens à le dire. Vous l'êtes encore communiste? Je vois pas ce qu'on peut être d'autre, en fait. Alors justement, c'est intéressant de constater que vous soutenez un système qui est dénoncé comme utopique par son propre inventeur, Karl Marx, non? Il dit plus ou moins que c'est pas applicable mais c'est dommage. dans le manifeste du Parti communiste. Dommage que ce soit utopie. Pourquoi c'est si lui-même mais on n'est pas obligé d'être pour quelque chose qui peut marcher. D'accord. Donc vous êtes un utopiste aussi, alors? Dans une certaine mesure, écrire des livres ou des textes, se vouer à l'écriture, oui, c'est une espèce d'utopie aussi. Une utopie qui fonctionne chez vous, en l'occurrence. Parce qu'on a vu ce que ça a donné, le communisme dans le monde, dans l'histoire et tout ça. Oui, mais ça, c'est une grande conversation qu'on pourrait avoir si on avait à peu près 6 heures de liberté avec monsieur Thierry Volton et puis quelques militants communistes de passage. Tout à fait. Alors, on va revenir un peu à votre jeunesse, Patrick Besson. Vous racontez dans votre dernier livre, que je rappelle pour mes auditeurs, Petit éloge amoureux de la librairie aux éditions Priva, que votre père, grand lecteur, n'avait pas les moyens d'acheter des livres et que donc il dévorait ce qu'il empruntait et que votre mère considérait pour sa part l'écriture comme un vice. C'est quand même pas mal, les deux parents. Non, c'est pas ça. Mon père a été orphelin et comme je l'ai écrit ailleurs, les orphelins sont économes. Oui. Donc, parce qu'ils savent. Donc, c'est en fait qu'ils ne voulaient pas acheter, ils voulaient louer. Non, d'abord, c'était pas à louer puisque c'était gratuit. Mais il me disait souvent, mais
quand tu gardais un livre après l'avoir lu, c'est comme garder la boîte du camembert quand tu as mangé le camembert. Ça sert à rien. Et moi, j'étais pas tout à fait de cet avis-là parce que j'étais plus passionné peut-être et d'ores et déjà par ce que j'écrivais. Mais en effet, c'est lui qui, toute mon enfance, m'a emmené à la bibliothèque. Et pendant des années, j'ai regardé les livres sans en avoir ouvert un seul parce qu'il me laissait dans la partie pour des livres pour enfants. Ouais. Et je comprenais pas l'histoire dans les livres pour enfants. Et c'est seulement le jour où j'ai lu des livres pour adultes que j'ai compris que je comprenais. Ouais. Et le désir d'écrire finalement chez vous, entre ces deux parents, il est né un petit peu d'une certaine frustration parce que vous n'avez pas commencé à lire tout de suite. Vous voyez votre père qui emprunte, qui achète pas, votre mère qui dit que c'est un vice. On se dit que quand même, ça a dû allumer une étincelle chez vous. Elle disait pas ça. Un jour, elle va chez le médecin qui s'appelait Amram, d'ailleurs le docteur Amram, boulevard Aristide Briand, et elle lui dit « J'ai un énorme problème, mon fils lit des livres ». Alors le médecin a dit il regarde trop l'iPad. Ok, d'accord, bon. Alors le médecin a dit bon, non, c'est pas si il y a que ça, c'est pas grave quoi. Ouais. Mais à chaque fois qu'elle rentrait dans ma chambre et qu'elle me voyait lire, elle me dit mais pourquoi tu sors pas? Qu'est-ce que tu as à lire comme ça tout le temps? C'est marrant ça. Donc elle a eu l'occasion de lire vos livres, votre maman? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle en a pensé alors à l'époque? Surtout celui sur elle aimait bien. Ouais, elle était fière finalement. Oui, elle était contente. Donc le vice, c'était un mot que non, mais alors je lui avais inventé une liaison homosexuelle et ça lui avait pas tellement plu. Et alors, je me souviens à l'époque, elle était à l'hôpital pour se faire traiter de quelque chose. Et le docteur rentrait dans sa chambre et lui disait ah, dites donc, Mme Besson, vous en avez fait de belle là, après la guerre. J'adore. Et alors, dans ce livre, Petit Elge amoureux de la librairie, il y a une nouvelle où vous parlez d'Édith Blancpain, libraire. Ce que j'ai remarqué en général dans votre traitement de la femme dans vos livres, c'est que c'est souvent des femmes très engagées, très libres, et tellement libres qu'elles sont presque froides, non? Patrick Besson. Non, je dirais pas ça, mais effectivement, j'ai jamais rencontré une femme faible. D'accord. C'est peut-être que j'ai pas de chance ou que j'en ai, mais dans les deux cas, ça m'est jamais arrivé. Non. Donc le sexe faible, ça correspond pas. Non, d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelait Le sexe fiable. C'est pas pour rien que je vous en parle. Donc effectivement, j'ai jamais, que ce soit en France, à l'étranger, en Afrique, dans les Balkans, aux États-Unis, je suis jamais rencontré une femme qui était comme ça. C'est souvent des sacrés louloutes dans vos romans, si je peux me permettre. Dans la vie, les femmes sont des sacrés louloutes. Donc on est en train de s'en rendre compte. Il était temps. Donc vous vous inspirez très directement de ce que vous voyez tous les jours, en fait, quand vous écrivez aussi. Oui, un peu. Oui, bien sûr. Oui, quand même. Et alors, la forme autobiographique que vous avez utilisée, c'était nécessaire pour pouvoir raconter ce parcours. L'idée, c'est que le livre, c'est un passeport international, finalement, pour vous. Mais en fait, il y a une astuce, je dirais, littéraire dans ce petit livre, c'est que l'autobiographie est dans la première partie et dans la deuxième partie, c'est une fiction basée sur l'autobiographie. Voilà. C'est comment un écrivain prend une histoire qui lui est arrivée pour la raconter et comment après il la transpose. C'est un peu ça le jeu. Il faut toujours qu'il y ait un jeu, un amusement. Et donc vous l'avez vécu, cette Édith Blancpain là dont vous nous parlez? Bah oui, bien sûr. Ouais. Ah, on peut avoir des détails ou pas? Non. Vous l'avez revu? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Merci Patrick Besson. C'est moi. C'est toujours excellent sur Sud Radio et on revient dans un instant avec l'écrivain qui parle haut et fort mais qui écrit surtout très bien, Patrick Besson, et la chef restauratrice artiste Anna Truong. Restez là. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous écoutez Sud Radio et vous avez bien raison, c'est excellent ce soir, comme tous les dimanches avec l'écrivain qui ne mâche pas ses mots, même quand ils sont châtiés, Patrick Besson, et la chef artiste Anna Truong, deux personnalités au monde bien différents et si liés en même temps, car je vais vous le confier, chers auditeurs, c'est Patrick Besson qui m'a suggéré de découvrir votre monde, Anna Truong, et je l'en remercie. Bienvenue sur Sud Radio, Anna Truong. Merci. Alors, la ligne éditoriale de l'émission, vous le savez, chers auditeurs, nous parle de l'excellence française hors limite et tous secteurs confondus. Et s'il y en a bien une qui incarne ce mélange, je l'ai découvert, c'est vous, Anna Truong. Dans votre restaurant Anaté, qui se trouve à Paris, au 56 de la rue Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e, vous proposez une cuisine vietnamienne authentique et extrêmement raffinée. Racontez-nous d'où ça vous vient, tout ça. C'est une inspiration familiale, c'est ça? Oui, ma cuisine s'inspire de la cuisine dorée, essentiellement. Oui. Et aussi une touche de finesse de la cuisine impériale que j'ai héritée de côté de ma mère. D'accord, donc c'est très directement de vos aïeux, en fait. On peut dire ça, oui. Et je suis élevée dans cette ambiance-là,
avec les bons produits, des produits locaux. On ne cherche pas trop loin des produits. Donc vous êtes déjà en circuit court? Oui, circuit court, surtout ça, ouais. Et comme j'habite aussi à ce moment-là, à côté du marché, 5 minutes à pied de chez moi. D'accord. Et tous les jours après l'école, je viens au marché, je suis passionnée. Vous chinez en fait. Aussi, on peut dire ça. Et, par les produits et l'ambiance du marché, je suis très, très curieuse. Et je demande tous les détails de produits. Et à 7 ans, j'ai suivi les pieds de ma grand-mère paternelle pour faire des courses. C'est elle qui m'a appris pour les choix, la sélection. Sur les marchés au Vietnam, hein? Oui, c'est ça. À côté de chez moi, le marché, vous voyez, c'est animé à partir de 5 heures du matin. Comme j'habite aussi à côté, et le marché aussi, c'est à côté, au bord de la rivière des parfums. Et 5 heures du matin, il y a des bateaux qui viennent pour déposer des poissons frais qui viennent de pêcher de la mer. C'est poétique, 5 minutes d'Oé. Et puis, toutes sortes de légumes qui viennent partout, de 4 coins d'Oé. Les gens qui ont planté dans leur jardin et ils ont amené là. On n'a que des produits frais. Des saveurs incroyables. Comme si les produits qui viennent de sortir du four, entre guillemets. Et alors, vous avez transporté ça jusqu'en France, hein, c'est ça? Oui, c'est une envie de retrouver des bons produits comme ça. Pour faire la cuisine. Et vous faites pareil en France? Vous allez sur les marchés aussi? Oui, bien sûr. J'étais à Rungis aussi. Mais heureusement, avec le temps, j'ai découvert des fournisseurs à Rungis qui peuvent nous livrer bien frais. Vous êtes allé les chercher? Vous avez choisi et ensuite ils vous livrent. Au début, oui. Mais après, on a des critères. On a des critères et on demande des critères, des produits frais, des produits raisonnés, biologiques, aussi des choux de couleur, des petits légumes. Voilà, on peut sélectionner comme ça. Oui, parce que vous composez les assiettes aussi c'est ça. Artistiquement. Comme je peintre. Comme vous peignez, exactement. Avec plein de couleurs. Oui, c'est ça, c'est très étonnant. Alors, vous transportez les gens dans votre univers à travers un voyage coloré et odorant, on l'aura compris. Est-ce qu'il s'agit aussi de transmettre votre monde et une histoire, un monde dans les assiettes, justement, des gens qui viennent déguster chez vous? Chaque plat a aussi une histoire. Vous voyez déjà de l'origine des plats, par exemple les petits nénuphars. Les petits nénuphars, c'est une spécialité de ma ville natale. Et je suis fière de réaliser dans mon restaurant. Après, vous voyez, l'histoire, c'est le petit nénuphar. Beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce que c'est à base de nénuphar? Je dis non. C'est vrai qu'on a tendance à se poser la question. J'aurais pu vous la poser aussi. Oui, c'est ça, oui. Et je dis non, c'est des plats vietnamiens. Des fois, il a des noms très poétiques. C'est la forme qui s'inspire. Et après aussi, c'est un savoir-faire. Après, c'est une sorte de galette de riz, mais ça demande aussi une sorte de farine de riz fermentée. Ça rend la texture très... C'est délicieux. Hein, délicieux, digeste, doux. Moi, j'ai goûté un, donc je peux le dire. Voilà, avec un peu de chapelure, de crevettes dessus, bien travaillé. Et c'est très savoureux et raffiné, assuré. Patrick Besson, pourquoi est-ce que vous avez voulu que je reçoive Anna Trung? Pourquoi c'était important pour vous? Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Ben là, ce qu'elle vient de dire, parce que... En effet, la cuisine asiatique, pour nous, jeunes Européens, ça a été souvent la cuisine de notre jeunesse ou de notre adolescence, parce que c'est là où c'est moins cher, où c'est le plus rapide. Et donc, on a tous une adolescence et une jeunesse asiatique d'un certain point de vue. Mais ce que fait Anna, et ce que j'ai découvert, c'est qu'elle, c'est vraiment de la haute gastronomie. C'est des saveurs que j'avais en 60 ans de... Enfin, non, 50 ans de fréquentation. Des saveurs que j'avais jamais encore goûtées. Et bon, voilà. Donc là, c'est de la vraie gastronomie. C'est pas simplement de la cuisine. C'est une chef. Alors Anna Trung, vous êtes aussi peintre et votre art explore les styles parfois abstraits, parfois figuratifs. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans l'exploration? Pourquoi ce choix à nouveau, justement? Pour le peintre, c'est une passion. C'est une passion. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que vous collez pas un style? Pourquoi est-ce que vous faites de l'abstrait, du figuratif, etc.?
C'est difficile à déterminer, je ne sais pas pourquoi non plus. Et je suis mon instant, je suis mon inspiration. Et des fois, j'en ai pas beaucoup de temps dans la vie à cause de la vie familiale, la vie professionnelle aussi. Quand j'ai trouvé un peu de temps et je suis mon inspiration du moment. J'ai saisi ce moment-là et j'ai transmis un petit peu sur comme l'étoile. Patrick Besson quand il écrit, quoi. Oui, tout est une question de moment. C'est ça. Alors, Anna Truong, en peinture, vous n'avez pas de frontières. Est-ce que c'est le cas dans votre cuisine, justement? Est-ce que vous servez, est-ce que vous cuisinez comme vous peignez? Est-ce qu'il y a des influences françaises aussi dans votre cuisine? Ah oui, tout à fait. Ouais. Je n'ai pas de limite dans la découverte des produits, dans la sélection des produits. Je suis très ouverte aux nouveaux produits, nouvelles épices aussi. Mais comme je fais une cuisine de base vietnamienne, je dois cadrer un peu. Mais ça m'empêche pas d'utiliser des techniques françaises, de techniques cuisson, la température de cuisson pour chaque produit. D'accord. Par exemple, au Vietnam, par le critère d'hygiène, on ne peut pas faire mi-cuit le poisson, par exemple. Par contre, le thon, si vous avez... trop cuit, vous avez le thon trop cuit, c'est pas bon. Voilà. Trop cuit, c'est pas bon. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai lancé dans mon restaurant un thon mi-cuit au gingembre en saumure. Vous me donnez faim, là. Excellent. Ça va être l'heure de dîner bientôt. Anna Truong, dans vos peintures abstraites, c'est un autre justement lien que j'ai trouvé entre vous, votre Vietnam et votre France. Il y a quelques toiles qui pourraient être en même temps de l'allégorie des rizières au Vietnam. Je ne sais pas si vous voyez lesquelles c'est, les rondes là. Oui, il y a des ronds comme ça. Ou de nos terres agricoles françaises d'ailleurs en fait. On peut se projeter totalement dans les deux. C'est un mélange aussi. C'est conscient ça chez vous? Pardon? C'est conscient? C'est fait avec conscience? Oui. Ou ça vous échappe? Non, non, on peut dire entre les deux. Avec la conscience de maîtrise de matière, de technique et aussi les couleurs. Par contre, je laisse aller avec l'idée et imagination. D'accord. Donc, en fait, c'est aussi la main qui parle toute seule sur la toile. Aussi, Et c'est comme ça quand vous faites la cuisine? Non, pas tout à fait. Non. Patrick Besson, quand on parle d'écriture, de peinture, de gastronomie, de musique, etc., toutes les formes d'art, c'est un joli lapsus, racontent une histoire l'art finalement. Est une arme, Oui, voilà. Est-ce que Anna Truong est une conteuse comme vous finalement? Je dirais qu'elle elle installe une atmosphère. Une atmosphère à la fois réelle et irréelle, quelque chose de très raffiné, de simple en même temps. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est que elle s'exprime aussi bien quand elle peint que quand elle cuisine. Et c'est assez agréable quand il y a quelqu'un qu'on aime bien de pouvoir le manger. Oui. De manger ce qu'elle a fait. C'est joliment dit, j'adore. Voilà, donc, ça vous dérange pas d'être mangé par Patrick Besson, Anna Truong? Parlons vrai sur Sud Radio. C'est une bonne question. Voilà, on y répondra hors antenne. Pour tous les deux, l'acte créatif, finalement, il naît de la nécessité de raconter, de se faire entendre. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Besson? Oui, c'est plus, je dirais, s'exprimer quand même. Ouais. C'est plus sortir quelque quelque chose entendu, de soi. quoi. Oui, pas forcément. D'ailleurs, sinon, il y a beaucoup de gens qui écrivent pour eux. J'ai une amie, Christiane Frostier, la veuve de Jean Frostier, qui tenait son journal tous les jours. Elle avait créé le prix Jean Frostier. Elle sortait beaucoup. Elle rencontrait beaucoup d'écrivains, dont Bernard Franck, François Sagan, et ainsi de suite. Et une fois qu'elle avait fini un cahier de son journal, je lui disais, mais qu'est-ce que t'en fais? Tu vas le publier? Elle me dit, mais non, pourquoi? Et elle le mettait au vide-ordure. Elle le jetait? Elle le jetait. Ah, moi, je les garde, mes carnets. Et je l'ai vu faire ça pendant des années. C'est violent, quoi. En fait, elle se détachait complètement de. Non, mais des fois, qu'on jette ou qu'on jette pas un manuscrit, le résultat elle-même, personne ne le lira. Si vous voulez. Oui, effectivement. Il y a bien des cas où ça sert à rien d'écrire, mais on le fait quand même. Et elle le faisait parce que ça lui faisait plaisir de s'exprimer, de noter les choses qui étaient importantes dans la journée, mais que, bon, au bout du compte, elle n'avait pas envie de le relire, elle n'avait pas envie de le publier, donc elle le jetait. Mais effectivement, j'ai eu la même réaction que vous. J'étais effaré. Surtout qu'il y avait là-dedans, il y avait plein de trucs que moi j'avais dit. Oui, en plus. Que Bernard Franck avait dit. De manière totalement personnelle, moi j'ai mes petits carnets, c'est des espèces de bouées qui me suivent comme ça, qui ne servent strictement à rien, mais qui sont là, quoi. Ça me rassure. Non, mais on croit toujours que les gens écrivent pour être entendus, mais pour beaucoup, il s'agit simplement d'écrire.
Et alors pour vous, Anna Truong, est-ce que c'est une nécessité, l'art, l'acte créatif, qui soit justement dans la cuisine ou dans la peinture ou dans les histoires que vous nous racontez finalement à travers ces deux médiums? C'est important de se faire entendre très, très ou de vous exprimer pour moi, Oui, pour de vous faire entendre ou de vous exprimer? Pour exprimer plutôt. Exprimer aussi. Pour exprimer plutôt, parce que nous, on a tout besoin d'exprimer. Hein, bien sûr. À certaines manières, verbales ou à travers la peinture ou avec la cuisine ou écriture, comme M. Besson. Vous vous considérez comme une artiste, Anna Truong? De la cuisine, par exemple? Je préfère, oui. Ouais. Et quand vous composez vos plats, vous les composez vraiment comme une peinture, hein, parce que j'ai vu des photos, c'est assez étonnant. C'est ça, oui. Et les assemblages de couleurs, c'est une conscience de choix de couleurs aussi. Donc ça a été réfléchi avant, l'assemblage des couleurs, etc. Absolument. On ne peut pas faire des choses hasard. Dans la cuisine, c'est difficile. Bon, ça peut, hein, ça peut être un accident. Oui, voilà, l'accident n'arrive pas deux fois en général. Ouais. Et alors, vous avez besoin de vous faire entendre, puisque vous avez besoin que les gens viennent manger chez vous quand même, Anna Truong. Oui, plus ou moins, oui. Je pense, oui. Mais d'abord, c'est pour moi, parce que j'ai suivi ma passion au début. C'est ça, au début, c'est la j'ai sincérité, lancé comme ça, c'est pas mon métier, c'est pas quelque chose que je pense que je vais gagner ma vie vraiment avec. Ah bon? Oui, au début, oui. Vous avez fait par hasard presque, en fait. Oui, c'est ça, parce que j'ai vu que la cuisine vietnamienne est vulgarisée, désolée, on va y venir avec juste après. Tellement de mélanges. Ouais. Et je vous aviez envie de redonner ces lettres de noblesse, quoi, en fait. Hein, oui, c'est ça. Je dis, mais comme ça me fait mal au cœur, ça me fait peine aussi. Je dis, bon, j'ai hérité aussi une certaine finesse dans la cuisine vietnamienne ou la cuisine de Hue. Et je dis, je vais essayer de faire quelque chose pour changer. C'est une très jolie émission, c'est excellent tout ça. Patrick Besson, Anna Truong, on est bien sur Sud Radio avec vous. Vous restez évidemment là, c'est excellent. Et on revient dans un instant. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent de vous retrouver comme chaque dimanche, les copains. Bienvenue à vous qui nous rejoignez peut-être, vous en avez raté beaucoup, mais il nous en reste encore un bon quart d'heure. Avec l'écrivain imprimé Patrick Besson et la chef peintre conteuse Anna Truong. Anna Truong, vous avez dit, je vous cite, je m'élève contre la cuisine trompeuse et réductrice. Est-ce que la cuisine vietnamienne, elle est vraiment très méconnue en France? On a commencé à le dire un petit peu tout à l'heure. Oui, je pense. C'est méconnu parce que vu le nombre de plats proposés à Paris, j'ai vu que c'est pas vraiment qui part pas vraiment la cuisine vietnamienne, surtout la gastronomie vietnamienne. C'est assez loin. Parce que pour vous donner un chiffre, au Vietnam, on a environ 1700 plats. 1500 plats 1700. 1700, ah ouais, c'est énorme. 1700 plats. Traditionnels, quoi. Oui, classés, sélectionnés. Et vous en avez vu quoi, 2-3 à Paris, c'est ça? On peut dire vingtaine à Paris, mais c'est pas bien fait en plus, parce que c'est des Vietnamiens ou c'est repris comme les Chinois, par exemple, ils reprennent les sushis des Japonais, etc. C'est repris? Oui, pour vous dire, c'est vietnamien. Mais par contre, l'association des produits, le choix des produits, les épices utilisées, ça relève pas le vrai goût qu'on a trouvé au Vietnam. C'est pour ça que j'ai un intérêt de faire venir directement des épices, surtout des épices d'exception, qui viennent directement du Vietnam, dans la voie naturelle et biologique. Pour réaliser dans mes plats. Parce que vous ne trouvez pas tout ici en France finalement. Non, pas tout. Et surtout même les herbes, c'est gonflé, c'est moins de goût. Voilà, c'est pour ça, c'est encore dommage que je ne peux pas avoir un fournisseur direct pour ça, mais bon, je fais le mieux. J'ai sélectionné ce qui vient plus près ou le produit plus proche des herbes vietnamiennes. Le résultat fonctionne. Hein. Merci. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la France? C'est un destin. Ouais. C'est pas un choix? Je n'ai pas choisi. Mais j'aime beaucoup la France, pour dire. Alors, c'est quoi qui vous plaît dans la France? Les idéaux républicains, les libertés, égalité, fraternité, le pays des droits de l'homme, le pays d'accueil? Non, c'est pas ça non plus. Non. Il faut dire, dans ma famille maternelle, et surtout ma grand-mère, avant ma grand-mère, mon arrière... grand-mère aussi, c'est les gens qui parlent français à la maison.
D'accord. Il a une culture, il a une éducation française. D'accord. Dans la famille. Donc c'était une logique en fait. Oui, c'est logique. C'est comme si c'est. Et pourquoi vous êtes partie du Vietnam? Ah bah par l'amour de la France. D'accord. Par amour tout court aussi, vous pouvez le dire. Hein. Vous avez le droit. Comme quoi l'amour ça fonctionne. Est-ce que les idéaux de la République, liberté, égalité, fraternité, etc., ça fonctionne aujourd'hui, Patrick Besson? Vous voulez dire dans la société? Oui. Ouais, bon alors liberté, parce que les gens sont libres. Égalité, est-ce qu'ils sont égaux? Fraternité, est-ce qu'ils sont frères? Moyennement. Ils font des efforts. Hein, c'est un peu fondateur quand même dans notre pays. Oui, mais moi je crois aux valeurs de la République, mais pas qu'à elle. Je veux dire, la France, elle a existé longtemps avant la République. Oui, c'est vrai. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites de pas bien et de bien aussi. Il y a une religiosité. J'ai l'impression qu'on se limite à la République, les idéaux de la République, la force et la nécessité de la République. Oui, mais avant, tout ce qu'il y a eu avant, alors ça n'existe pas. Donc, je pense il y a une religiosité dans le rapport à la République aujourd'hui, parce que c'est aussi comme ça que peut-être on réussit à garder certains idéaux. Oui, mais justement, la religiosité et la République, ça va pas ensemble. C'est vrai. Anna Truong, est-ce qu'il faut de la volonté et beaucoup de courage quand on est restaurateur aujourd'hui dans la France Covid, comme vous l'avez vécu, juste comme nous tous d'ailleurs? Comment vous l'avez vécu d'ailleurs cette période? Oui, c'est assez difficile, comme tous les restaurateurs en France. Mais on a aussi un certain aide de l'État. Ça nous sauve aussi, ça nous fait un coup de pouce pour la reprise. Alors, il faut quand même le dire que c'est quand même assez propre à la France par rapport aux autres pays européens. Oui. Vous êtes quand même très aidés ici. Les restaurateurs, on remercie au gouvernement. Et surtout avec l'empathie des clients qui nous encouragent. Oui, vous avez des clients fidèles qui vous suivent comme Patrick Besson. Oui. Il y a chez vous une volonté claire, Anna Truong, de faire découvrir la culture vietnamienne comme un apport de richesse. On est d'accord à la culture française. Oui. C'est pour ça que vous avez vos droits de citer. Est-ce que vous pensez qu'apporter une richesse de culture, ça permet d'aller vers l'excellence, justement? Ça ajoute au débat, en tout cas. Bon, je pense que dans chaque culture, ça existe déjà l'excellence. C'est seulement, c'est perdu avec le temps ou c'est perdu avec la façon réagir de chaque personne. Mais l'excellence existe déjà. Je n'ai pas besoin d'ajouter en plus. C'est vrai. Et vos plats, ils sont concotés, on le disait, comme des tableaux. C'est un éloge de la finesse, on l'a dit aussi. Est-ce que peinture et restauration, c'est le même combat, finalement, chez vous, Anna Truong? Presque, mais non, pas tout à fait non plus. Non. Qu'est-ce qui diffère? Ça demande beaucoup de conscience dans la cuisine, plus que la peinture. Ouais. La peinture, aussi l'inspiration, mais c'est très technique aussi. L'inspiration est technique. La cuisine, c'est assez technique aussi, non? Technique aussi, oui. Mais c'est peut-être quelque chose que vous maîtrisez mieux parce que vous l'avez toujours pratiqué depuis que vous êtes enfant. Oui, aussi. C'est possible aussi. Ouais. C'est possible aussi avec la cuisine. Parce qu'on aurait tendance à croire que c'est plus technique de créer un plat délicieux comme vous le faites que de peindre un tableau. Mais peut-être qu'on se trompe. Oui, peut-être maintenant. Ouais. Peut-être maintenant parce que je n'ai pas vraiment investi plein de temps dans la peinture. Peut-être. Vous avez envie? J'ai envie. D'accord. Peut-être ça sera ma deuxième vie. D'accord. Vous en avez déjà eu quelques-unes avant. À mon avis, on est plutôt à la 4e ou 5e, Truong, non? Qu'est-ce que c'est votre vision de cette excellence française, justement, dont on parle dans cette excellence sur Sud Radio? Est-ce qu'elle existe déjà? Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Besson? L'excellence française? Oui, ouais. Évidemment. Ouais. Non, ça fait une exception? Est-ce que vous pensez qu'on a une exception dans ce pays? Non, moi je suis toujours un peu étonné de voir comment certaines personnes, parmi lesquelles d'éminents journalistes, parlent de la France. On a l'impression, si un aveugle écoutait, n'avait pas mis les pieds en France et ne s'intéressait pas du tout à la géopolitique, il aurait l'impression qu'on vit dans un champ de ruines, que rien ne marche, qu'on tourne un robinet, il n'y a pas d'eau, qu'on a l'électricité, il n'y a pas d'électricité. On a vraiment l'impression d'une catastrophe générale, quotidienne, permanente. Et tous les matins, il arrive un truc horrible. Moi, je ne pense pas ça. Je pense que les gens... pour la plupart, et font leur travail correctement. Et ont une bonne vie, quoi. Il me semble, oui. Et puis surtout, il y a une richesse culturelle inouïe dans ce pays, une beauté insensée. Moi, je ne suis pas spécialement nationaliste, étant par nature internationaliste, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi tellement de gens ont plaisir à considérer ce pays comme un pays rempli de catastrophes et de désastres. Le Français a de mauvaise humeur, en général, non?
Patrick Besson? C'est pas l'image qu'il a à l'étranger, au contraire, avec son béret et sa baguette et son litre de rouge. C'est un peu dépassé, ça, non? Et non, vous n'avez pas vu la queue devant les boulangeries? Ça dépend et chez les cavistes. Et, vous savez, aux Abbesses, le soir, c'est la fête. Vous habitez aux Abbesses à Paris, vous, à côté du Sacré-Cœur. Et vous, alors, Anna Truong, est-ce que vous pensez que, justement, il y a une exception, une excellence française et c'est peut-être aussi une des raisons de votre attachement à ce pays? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, absolument. Absolument. Je suis étonnée même quand je suis arrivée en France. J'ai trouvé les bons produits partout. Bon, étant cuisinière, voilà. Et les différentes cuisines dans le monde. Et c'est excellent. Voilà. C'est le cas de le dire dans cet excellent, j'adore. Ouais. On reste dans le thème. On va arriver à la dernière question de cette émission que j'ai empruntée à Laurent Vimont, le PDG de Ceinturie 21, que je pose. J'aime bien les réactions qu'elle provoque. On va commencer avec vous, Patrick Besson. Tiens, que dirait l'enfant que vous étiez de l'adulte que vous êtes devenu? J'en espérais pas tant. C'est bien. Voilà, à tout point de vue, en fait. C'est vrai, vous ne seriez jamais imaginé écrivain à 5-6 ans, vous, hein? Non, j'ai attendu 8-9 ans. Vous vouliez être quoi? Vous voulez être pompier? Je voulais être... Enfin, au tout début, je voulais être chanteur? Non, joueur de hockey sur glace. D'accord. Enfin, je voulais être capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace, en fait. D'accord. Et vous avez été très sportif après? Non, mais j'ai jamais réussi le virage canadien. Vous savez pas ce que c'est? Non, absolument pas. Alors, il faut mettre le patin gauche et le patin droit à la verticale. Enfin, pas à la verticale, à l'horizontale, mais droite, quoi. Et puis se pencher. Et, et normalement, ça tourne. Beaucoup, oui. Et normalement, ça tourne. Et moi, ça n'a jamais tourné. Voilà. Non, donc, puis c'est un peu dangereux. Donc, c'est là que j'ai écrit, en fait. D'accord. Enfin, j'écrivais avant, mais là, je me suis dit, il faut que je me concentre sur l'écriture parce que le hockey sur glace, ça va pas marcher. Et donc, il est content, le petit garçon? Assez, oui. Ouais, plutôt. Quand même. Bon. Sauf que ça va se terminer bientôt, alors en même temps. Vous avez le temps encore. Soyons pas fatalistes. Vous avez dit que vous étiez un optimiste, enfin. Oui, Patrick mais pas Besson. pour ma durée terrestre. Oh, ça va. Écoutez, personne ne connaît sa durée terrestre. Mais exactement. Et d'ailleurs, il y a eu un très bon film là-dessus, où la fille de Dieu donnait à tout le monde la jour et l'heure de la mort. Ça change tout, hein, c'est nul. Hein. Il y a surtout Kevin qui se jette à chaque fois d'un hélicoptère. J'adore vos références. Anna Truong, que dirait l'enfant que vous étiez de l'adulte que vous êtes devenu? Je n'ai pas vraiment compris votre question. L'enfant que vous étiez quand vous étiez petit, qu'est-ce qu'il dirait de vous aujourd'hui en tant qu'adulte? Est-ce que cette enfant, elle serait heureuse de vous voir, cette petite fille que vous étiez? Oui, je pense aussi. Je pense aussi. J'ai eu une enfance très, très heureuse. Et maintenant aussi, je suis optimiste comme M. Besson aussi. Hein. Je vois que la beauté dans la vie. Et est-ce que vous, quand vous aviez, je sais pas, 5, 6 ans, 10 ans, vous voyez en France, restauratrice, vous saviez ce que vous vouliez faire? Non, pas du tout. Non, c'est pas le métier que je pensais. Vous aviez un rêve? C'était quoi votre rêve? J'ai un rêve, oui. Je pensais à devenir traductrice, on peut dire. Parce que donc il y avait déjà le voyage, quoi. Oui, c'est ça. J'ai projeté déjà à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi. Et à ce moment-là, dans le pays, c'est très restreint. Hein, vous voyez, au niveau... C'est fermé même jusqu'en 1986. Ouais, on le sait. Et c'est ouvert à partir de 1900, vraiment ouvert à partir de 1990. Et j'ai déjà un esprit... à l'étranger, projeté ailleurs. J'ai appris aussi dès 7 ans, 8 ans, l'anglais, parce que j'aime bien. Je veux parler anglais, je veux découvrir la culture anglaise. C'est important de parler anglais quand on voyage, hein. C'est la langue. Mais c'est vraiment, je suis que des premières filles aussi à être allées chercher à cette époque-là, apprennent une langue étrangère. Donc vous êtes contente de votre parcours, Anna Truong? Oui. Il n'est pas fini encore. On n'est pas arrivé là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de surprises, des bonnes surprises aussi, j'espère. Petit Martin. Il y a toujours du bien dans le mal et du mal dans le bien, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, merci. Vous avez quelque chose à dire, Patrick Besson? Oui, non, mais ça me fait penser à un couple de vieux Anglais chez qui j'étais en séjour linguistique. Ils avaient dans toute une pièce, ils avaient tout ce qu'ils avaient rapporté de leur tour du monde. Et ils me disaient, et en plus, on parle aucune langue étrangère à part l'anglais et tout le monde nous a toujours compris. C'est ça, c'est génial.
Merci pour cet excellent moment à tous les deux. Merci à tous pour votre fidélité. Ratez pas, dimanche prochain à 19h, je serai là avec de nouveaux destins excellents à vous faire découvrir. Vous pouvez retrouver le dernier livre de Patrick Besson, Petit éloge amoureux de la librairie, sorti aux éditions Priva depuis le 9 septembre dans toutes les librairies. Il va de soi, bien évidemment toutes les librairies. Et le restaurant de Anna Truong à Naté est au 56 rue Notre-Dame-des-Champs dans le 6e à Paris. À découvrir sans faute si vous passez par là, les copains parisiens ou pas, évidemment. La playlist C'est excellent est en podcast sur sudradio.fr et sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci à Maxime qui réalise cette émission, aux équipes de Sud Radio, sans oublier Benjamin Bourdeau au web. Bisous les copains, à la semaine prochaine.